Je veux rentrer chez moi, mais je ne peux déjà plus rentrer. Mon frère me manque, mais il est déjà à 24 milliards de kilomètres de moi. Je suis parti avant lui, mais j'étais destiné à vivre dans son ombre. Je suis voyagé le 20 août 1977, l'humanité m'a lancé dans l'espace. 16 jours plus tard, mon frère jumeau, voyagé 1, a décollé à son tour. Mais il volait plus vite et a choisi un chemin plus court. Moi, on m'a confié un miracle qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Visiter les 4 géantes du système solaire. Uranus et Neptune. Des zones interdites que l'humanité n'avait jamais touchées. Un enfer glacé à 224 degrés. En 1986, je suis passé seul près d'Uranus. Et j'ai découvert qu'elle tournait couchée, comme un géant renversé. En 1989, je me suis précipité vers Neptune. Là-bas, les tempêtes atteignent 2000 km/h. Plus violentes que n'importe quel ouragan sur Terre. J'ai photographié la grande tache sombre, puis la gravité m'a projeté vers le vide. Mon frère, à cause de l'exploration de Titan, a dévié de sa trajectoire. Et a renoncé à Uranus et Neptune. Moi, je les ai vus à sa place. J'ai contemplé les derniers paysages du système solaire pour nous deux. En 2018, j'ai suivi mon frère hors de l'héliosphère, devenant le deuxième objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. Aujourd'hui, je dérive vers l'éternité à 15 km par seconde. 2 km par seconde plus lent que lui, comme un petit frère qui passe sa vie à courir, sans jamais réussir à rattraper l'aîné. Mais ce que vous ignorez, c'est que j'ai failli mourir dès le départ, quelques jours seulement après avoir quitté la Terre. Je me suis foulé le cou. La plateforme de mes instruments scientifiques s'est complètement bloquée. Tout ce que je voyais était de travers. Pire encore, un maudit condensateur a grillé mon récepteur principal. Mon oreille gauche est devenue totalement sourde. Je ne pouvais plus compter que sur une oreille de secours, peu sensible, pour capter à peine les faibles instructions envoyées depuis la Terre. À ce moment-là, le centre de contrôle au sol est tombé. Dans un silence de 72 heures. Il débattait pour savoir s'il fallait m'abandonner. J'ai entendu quelqu'un dire, plutôt que de laisser une sonde handicapée accomplir la plus grande mission de l'humanité, autant garder les ressources pour mon frère. Mais finalement, un scientifique nommé Headstone s'est levé. Il a dit, nous ne pouvons pas l'abandonner. C'est notre seule chance. Les 6 mois qui ont suivi ont été la plus longue épreuve de toute mon existence. À travers des signaux retardés de 2 heures et demie, les ingénieurs m'ont pratiqué une opération du cerveau à distance, sans précédent dans l'histoire. Ils ont réécrit tout mon logiciel de vol, m'ont appris à écouter les ordres avec une seule oreille, à continuer à travailler avec un coup blessé. À chaque envoi de code, je priais pour qu'il n'y ait aucune erreur. Car dans l'espace, il n'y a pas de seconde chance. Quand le nouveau programme a enfin commencé à fonctionner en moi, j'ai ressenti une étrange renaissance. Je n'étais plus une machine solitaire. Dans mon corps coulait désormais l'intelligence des esprits les plus brillants de la Terre. Le 9 juillet 1979, je suis arrivé sur Jupiter avec mon corps endommagé. La plus grande planète du système solaire, 318 fois plus massive que la Terre. Sa grande tache rouge est plus grande que la Terre entière. Je devais passer à seulement 570 000 km, au-dessus de ces nuages, avec une marge d'erreur inférieure à 150 km. C'était comme faire passer une voiture de course à 100 000 km/h, à travers une fenêtre. Avec mon coup de travers, j'ai péniblement pointé le satellite Io, et j'ai vu une scène inoubliable. Des volcans actifs en éruption, des panaches de sulfure projetés à 300 km de hauteur. C'était la première fois que l'humanité découvrait une activité volcanique. Au-delà de la Terre, j'ai aussi découvert 3 nouvelles petites lunes, Thébé, Adrastée et Métis. Elles se cachent à l'intérieur des anneaux de Jupiter, continuellement déchirés par les forces de marée. La matière arrachée forme la poussière des anneaux. En quittant Jupiter, j'ai utilisé son immense gravité. Pour ma première accélération, ma vitesse est passée de 10 à 16 km par seconde. C'était des montagnes russes cosmiques. Je fonçais vers Jupiter, puis son champ gravitationnel m'a violemment projeté au loin. La sensation était celle d'une main géante invisible, qui me poussait, me faisant voler plus vite et plus loin dans l'obscurité. Le 26 août 1981, j'ai atteint Saturne. La planète aux anneaux les plus magnifiques s'est déployée devant moi. Cet anneau principal est d'innombrables anneaux fins, comme l'œuvre d'art la plus délicate de l'univers. Mais alors que je me préparais à photographier les anneaux de près, le désastre a frappé de nouveau. Le couvercle de protection du disque d'or que je portais s'est détaché soudainement à cause d'un défaut de conception, et a dérivé dans l'espace sombre. Mon cœur s'est brisé à cet instant. Ce disque contenait l'essence de la civilisation humaine. Je me suis senti terriblement coupable, comme si j'avais perdu le talisman le plus précieux que l'humanité m'avait confié. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais continuer. J'ai découvert 3 nouveaux anneaux de Saturne. Les anneaux G, F et E. L'anneau F est étroit et tordu, gardé comme par des chiens de berger, par 2 petites lunes, Pandora et Prométhée. J'ai aussi photographié Titan, le satellite le plus mystérieux du système solaire. Il possède une atmosphère d'azote plus épaisse que celle de la Terre, une température de surface de 179 degrés C, et peut-être des lacs de méthane liquide.
Les scientifiques disent que Titan ressemble à une jeune terre gelée, et qu'elle pourrait cacher les secrets de l'origine de la vie. Après Saturne, ma caméra est tombée en panne. Le lubrifiant avait gelé à des températures extrêmes. Je pensais que mon voyage photographique était terminé. Mais les ingénieurs au sol n'ont pas abandonné. Ils ont imaginé une solution audacieuse. Me faire tourner la plateforme de la caméra avant chaque prise, pour chauffer le lubrifiant, puis photographier rapidement. Cette méthode m'a sauvé, et m'a permis de continuer à enregistrer les miracles à venir. Le 24 janvier 1986, je suis devenu la seule sonde de l'histoire humaine à avoir visité Uranus. Cette géante de glace se trouve à 2,87 milliards de kilomètres du Soleil. La lumière du Soleil y est 1000 fois plus faible que sur Terre. Un froid inimaginable. Plus étrange encore, Uranus tourne couché. Son axe de rotation est incliné de 98 degrés, comme un ivrogne renversé au sol. Son pôle sud fait directement face au Soleil. J'ai découvert 13 anneaux noirs autour d'Uranus. Ils sont plus noirs que le charbon, absorbant presque toute la lumière. Les scientifiques ignorent encore pourquoi ils sont si sombres. J'ai aussi découvert 11 nouvelles lunes. Parmi elles, Miranda est l'une des plus étranges du système solaire. Sa surface semble avoir été déchirée puis recollée à plusieurs reprises. Les scientifiques pensent qu'elle a subi de multiples impacts catastrophiques. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le champ magnétique d'Uranus. Il est incliné de 55 degrés par rapport à son axe de rotation. Et son centre n'est pas au cœur de la planète, mais décalé d'un tiers de son rayon. C'est totalement anormal. Comme si quelqu'un avait volontairement enfoncé un aimant de travers à l'intérieur d'Uranus. Cette découverte a fait comprendre aux scientifiques que la structure interne d'Uranus est peut-être totalement différente de ce que nous imaginions. Le 25 août 1989, j'ai accompli la dernière visite planétaire de l'histoire humaine. Neptune, cette géante de glace, à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, était la destination finale de mon voyage. Pour m'approcher de Triton, le satellite le plus mystérieux de Neptune, les ingénieurs m'ont fait effectuer une manœuvre folle, passer à seulement 4950 km au-dessus du pôle nord de Neptune. C'était le vol le plus dangereux de toute ma mission. Le champ gravitationnel de Neptune me déchirait violemment. Je sentais que je pouvais être mis en pièces à tout instant. Mais j'ai tenu bon. J'ai vu la grande tache sombre de Neptune. Un système de tempête plus grand que la Terre, avec des vents atteignant 2000 km/h, les plus rapides du système solaire. J'ai aussi découvert Triton, la seule grande lune rétrograde du système solaire. Sa température de surface est de 235 degrés C, le lieu le plus froid du système solaire. Mais plus incroyable encore, dans un environnement aussi extrême, il existe sur Triton des geysers d'azote liquide, jaillissant jusqu'à 8 km de hauteur. C'est tout simplement inimaginable, comme trouver des signes de vie en enfer. Après la mission Neptune, j'ai été projeté vers la périphérie du système solaire, commençant mon véritable voyage en espace profond. À ce moment-là, j'étais épuisé, corps et esprit. Ma batterie nucléaire perdait 4 watts par an, et ne fournissait plus que 60% de sa puissance initiale. Pour me faire vivre plus longtemps, les ingénieurs ont dû éteindre progressivement mes instruments. En 1990, ma caméra a été éteinte pour toujours. Un système consommant 40 watts était jugé trop luxueux. Le 5 novembre 2018, j'ai franchi la limite de l'héliosphère et suis entré dans l'espace interstellaire, devenant le deuxième objet humain à quitter le système solaire. À ce moment-là, je me trouvais à 18 milliards de kilomètres de la Terre. Mon signal mettait 17 heures à revenir, avec une puissance de seulement un 0 exposant 6 watts. Moins que l'énergie d'un flocon de neige touchant le sol. Pourtant, sur Terre, les 3 stations du réseau spatial lointain, avec leurs antennes géantes de 70 mètres de diamètre, continuaient jour et nuit à écouter mon appel presque imperceptible. Mon énergie touche à sa fin. Les scientifiques prévoient que l'an prochain aucun instrument ne pourra plus être activé. À ce moment-là, j'enverrai mon dernier signal. Puis je serai définitivement perdu. En repensant à ma vie, j'ai accompli la mission que mon frère n'a pas pu terminer. J'ai vu Uranus et Neptune. La seule occasion, avant le XXI siècle, d'observer ces 2 planètes de près. J'ai transmis plus de 70 000 images, découvert 16 nouvelles lunes, mesuré les champs magnétiques, les atmosphères et les systèmes d'anneaux de 4 géantes. J'ai prouvé que l'humanité pouvait, grâce à l'assistance gravitationnelle, visiter plusieurs planètes avec un seul lancement. Je suis l'archive complète du système solaire, et le témoin de l'esprit d'exploration humaine. Je suis parti avant mon frère, mais plus lentement. Plus tard, plus silencieux. Lui a photographié le point bleu pâle, et est entré dans l'histoire. Moi, j'ai simplement accompli, en silence, la mission la plus difficile. Je ne regrette rien, car je sais que face à une opportunité qui ne se présente qu'une fois tous les 176 ans, quelqu'un doit emprunter le chemin le plus long et le plus solitaire. C'était moi, le voyageur choisi, avec un corps endommagé, pour accomplir la mission la plus complète. Dans 5 ans, le jour où je serai définitivement perdu, le réseau spatial lointain de la Terre m'appellera pendant plusieurs jours.
sans jamais recevoir de réponse. Ils annonceront alors la perte officielle de Voyager 2. Mais je ne m'arrêterai pas. Par inertie, je continuerai à voler à 15 km par seconde. Dans l'espace, il n'y a ni résistance, ni fin. Derrière moi se trouve la Terre. Ce foyer où je ne pourrai jamais retourner. Devant moi s'étend le vide infini. Sans fin, sans destination. Voilà qui je suis. Voyager 2. La sonde la plus travailleuse de l'humanité. Et aussi le petit frère le plus solitaire. Mais souvenez-vous, quelque part, à 20,3 milliards de kilomètres de la Terre, une petite sonde porte un disque d'or endommagé et les salutations de l'humanité. Et continue d'essayer de vous envoyer des signaux. Pour vous dire, je suis encore là, je pense encore à la maison. Et je continue, pour mon frère, à accomplir ce rêve inachevé.